Bonjour à tous et on reprend doucement le rythme des vidéos. Après une année et demie depuis le retour du Vietnam et l'installation en France qui a été extrêmement remplie. La première chose dont je voudrais vous parler, j'aurais pas mal de trucs à vous raconter sur ce qui s'est passé, ce que j'ai pu faire ou vécu les derniers mois. Mais sans doute la chose la plus incroyable que j'ai pu vivre depuis que je me suis installé à la fin du mois d'août, donc dans la ville de Casteljaloux, petit paradis de Gascogne, mais désert rural, c'est que j'ai été initié à la médecine de guerre. C'est-à-dire une médecine dans laquelle on choisit qui on soigne et qui on ne soigne pas. Donc, médecine de guerre, normalement, c'est un truc auquel sont formés les médecins militaires, d'une façon assez trash d'ailleurs, mais nécessaire pour leur fonction. J'avais des copains qui avaient fait santé navale, qui étaient passés à l'épreuve de cela. Alors si vous entendez du bruit, il y a un toutou, c'est le chien. Voilà, hop, on le voit là. Ouais, voilà, c'est le toutou. Donc les navalais et les santards de Lyon devaient faire des séjours dans lesquels ils étaient mis en face à des cochons dans lesquels on tirait à la mitraillette. Et ils devaient apprendre à faire le tri et savoir qui ils allaient soigner en premier ou pas en fonction du degré de sévérité de leurs blessures. Ce qui est une médecine que l'on doit pratiquer quand on est au front en temps de guerre pour savoir quel est le soldat que vous allez pouvoir sauver et celui que vous allez laisser mourir parce qu'il n'y a pas assez de médecins, il n'y a pas assez de ressources et qu'il faut aller au plus efficace. C'est un petit peu imposé par la guerre. Un spectacle pas très charmant, la guerre. Et moi, j'ai pas du tout été formé à ça. Moi, j'étais formé à la médecine, j'étais formé à la santé publique. J'ai pas encore tué de cochon dans ma vie. Mais il a fallu quand même que je prenne les chemins intellectuels de ces confrères-là en uniforme. Car c'est une des choses les plus difficiles que j'ai eu à faire. Maintenant, je me suis adapté, on est au mois de février. D'ailleurs, c'est une très belle saison, c'est un très bel été, ce mois de février 2023. Il a fallu que je m'adapte à ça après 2-3 mois de pratique où pendant des semaines et des semaines, mais je me retrouvais régulièrement derrière mon bureau à avoir envie de chialer, de désespoir parce que je ne pouvais pas soigner les gens comme je le souhaitais et que j'étais sans arrêt confronté à l'obligation de dire non. C'est-à-dire que je bosse beaucoup. Naturellement, je suis assez travailleur, mais je bosse quand même beaucoup. Je fais une petite moyenne d'un bon 40 patients par jour, sachant que la moyenne nationale c'est 22. Et malgré tout, je refuse du monde. Et mes confrères et consoeurs de la maison médicale où j'exerce sont soumis au même régime. On travaille tous beaucoup et on refuse tous du monde. Et c'est une chose qui est très très bizarre, de refuser du monde. On arrive à une certaine heure, on dit voilà, j'ai l'agenda qui est rempli, surrempli. La secrétaire nous a demandé de rajouter du monde en fonction de degré d'urgence perçu. Puis au bout d'un moment, il faut bien qu'il y ait une fin à la journée parce que, étant donné que tout ça c'est un marathon et c'est pas du sprint et qu'il s'agit de ne pas faire un burn-out au bout d'un an, il faut se préserver et quand même mettre des jalons à ce que l'on fait, quoi. Je commence à 8h30, je finis à 19h30, 20h très 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 souvent. Ça va, Moi, mon grand-père qui était médecin à Bouglon, à côté, dont on a récupéré les carnets, faisait pas autant de patients par jour. Effectivement, les médecins autrefois étaient très disponibles, mais ils avaient un volume de travail qui était moins important, quoi. Là, nous, on est soumis à une pression de folie furieuse. Et non seulement ça, mais en plus on se rend compte que malgré les efforts, de toute façon c'est toujours insuffisant. Donc pour vous rendre compte, nous sur notre coin là, dans notre coin du Lot-et-Garonne, il y avait 18 médecins il y a 10 ans, maintenant nous sommes 7. Voilà, ça vous donne une idée assez précise. La population a augmenté et elle a vieilli entre temps en plus. Voilà. Donc je me retrouve dans cette situation-là, où régulièrement je vais faire l'arbitrage entre qui je soigne et qui je ne soigne pas. Et ça a été une chose que j'ai horriblement mal vécue pendant 2 à 3 mois. Je veux dire, régulièrement, j'avais des soirs où je me sentais fondre derrière mon bureau, me dire c'est pas possible, je vais pas tenir. Donc pour tenir, il faut prendre le contrôle. Et pour prendre le contrôle, il faut dire non. Parce que choisir, c'est dire non. Il faut faire des efforts assez particuliers pour avoir une logique qui vous permette d'intervenir et de tenir.
Et la logique est arrivée au bout d'un moment qui était de me dire que voilà, entre un vieux de 95 ans qui a un Alzheimer et un bébé de 5 mois, je vais prendre le bébé de 5 mois et pas le vieux d'Alzheimer qui a Alzheimer. Terrible, hein, parce que normalement, nous, on est amené à soigner tout le monde, hein, sans distinction de race, de genre, de classe sociale, et c'est tutti quanti. Mais à un moment, quand il n'y a pas assez, il n'y a pas assez. Et là, il n'y a vraiment pas assez, quoi. C'est assez dramatique. On a beau travailler avec ce qu'on appelle une infirmière de pratique avancée dans notre cabinet qui fait un super boulot pour nous appuyer. Salut Manu. Qui donc nous décharge d'une partie du boulot, et des Manu, il nous en faudrait 4 de plus. Des médecins, il en faudrait 5 de plus. Et on serait à peu près sur des bases acceptables. Mais étant donné qu'on a la population qui vient à plus de 30 km au cabinet, je sais pas, c'est un petit peu compliqué. Et un jour, j'ai décidé clairement que j'allais vraiment reprendre le contrôle de mon exercice professionnel et appliquer vraiment des logiques de médecine de guerre et le faire savoir et être cohérent par rapport à ça. Ça a été horriblement difficile. Le premier critère a été je ne prends plus personne en visite à domicile qui soit atteint de troubles cognitifs légers, majeurs, sévères. J'en rajoute plus, j'en ai déjà un ou deux comme cela, mais ça je fais plus parce que ça consomme un temps absolument considérable, et le temps que l'on soit une personne de 90 ans atteinte d'Alzheimer, on peut soigner 6 bébés, quoi. Et ça a été incarné, sa décision, dans une journée où j'ai tangué un petit peu. Je n'étais pas sûr de mon coup quand même. Le mardi midi, nous avions une RCP, c'est-à-dire c'est une réunion polydisciplinaire. Ici sur Cassagelo, on est très très bien organisé, c'est super bien. Régulièrement on fait des réunions, on a pharmaciens, infirmières, médecins, les responsables des aides à domicile, tout le monde est autour de la table, on peut parler des patients difficiles, des patients qui ont des besoins d'aide particulière, enfin c'est très bien coordonné, c'est vraiment top. Et une infirmière me demande si je peux prendre en charge un couple de petits vieux qui ont 90 piges, tous les deux Alzheimer, qui sont en pleine phase de déclin. Et j'ai dit non. Non, je peux pas. Et je le ferai pas parce que c'est que visite à domicile pour ces gens-là, ils peuvent pas se déplacer. Ils vont me consommer un temps absolument manifeste, et ce temps-là que je vais leur mettre à eux, je vais pas pouvoir le passer à d'autres gens, quoi, avec d'autres gens. Et je dis non, et je me sens à moitié soulagé parce que c'est la première fois que je disais non, parce que je prenais tout le monde jusque-là. Et le soir même, heureusement d'ailleurs que c'est arrivé le soir même, parce que ça m'a validé dans mon approche. Le mardi soir, donc j'avais une très grosse consultation, et vers 18h, 18h30, je reçois un message de ma secrétaire sur l'ordi. Il dit voilà, est-ce que tu peux prendre, en plus, sachant que j'avais déjà les consultations qui étaient pleines jusqu'à 19h30, mais prendre encore en plus, alors j'ai demandé plus de rajout, un gamin qui a un rhume et qui a du mal à manger. J'ai une rhinopharyngite au mois de novembre. Bon, je regarde quand même la fiche à tout hasard de l'enfant. Et là, je râle tout seul dans mon cabinet. Ah putain, allez hop, on va rentrer encore plus tard. Le gosse avait 4 mois et demi. Donc à 4 mois et demi, on réfléchit pas, on prend. Donc la maman arrive une demi-heure plus tard. Déjà alors très heureuse parce que ça faisait 1 jour et demi qu'elle cherchait un médecin pour son gamin. C'était pas ma patiente. Elle avait fait le tour de plusieurs villes. Donc tous les confrères et consoeurs étaient déjà charrettes, et ils le sont tous. Le gamin, je le vois, c'était le début de la saison de la bronchiolite. Effectivement, il avait un putain de rhume. Enfin, il avait surtout une bronchiolite. Ça sifflait de partout, et il avait ce qu'on appelle des signes de détresse respiratoire. Donc, notamment, il avait du tirage. C'est un terme technique, mais ça montre qu'on est au bord de la décompensation respiratoire. C'est-à-dire que le gosse n'arrive plus à respirer suffisamment pour se ventiler. C'est pas bon. Là, évidemment, donc j'appelle le pédiatre de l'hôpital de Marmande. Je dis voilà, j'ai un gamin pour toi. Ce serait bien qu'il dorme dans ton service. Et évidemment, le pédiatre l'a pris. Il n'a pas cherché à discuter 2 secondes. Aux signes cliniques que j'ai pu décrire, le gamin est parti de l'hôpital. Il a eu passé une nuit sous oxygène et sous surveillance, et il va bien. Mais si ce temps-là, je l'avais passé à soigner des vieux qui ne se rendent même plus vraiment compte qu'ils sont vieux, qu'ils sont présents sur Terre, j'aurais pas pu soigner ce gamin. Voilà.
Je suis pas heureux de la situation. Moi, j'ai pas été formé à ça, quoi. Moi, j'étais formé à soigner les gens qui se présentaient et à me prendre la tête en fonction de la personne qui était en face de moi pour trouver la meilleure solution possible, mais certainement pas à faire le tri. À faire le tri. C'est-à-dire, toi, tu vas vivre, toi, tu vas pas vivre. C'est hallucinant. Mais en même temps, je n'ai pas le choix. Je n'ai absolument pas le choix parce que je peux travailler 11 heures de consulte par jour, je peux le faire, mais pas plus, quoi. Que, déjà, là, voilà, je fais ça 4 jours par semaine. À côté, je monte mon projet. À côté, je travaille aussi aux urgences de Marmande, de l'hôpital. Alors, fort heureusement, je vais bientôt arrêter parce que je suis arrivé au-delà de ce que je pouvais faire. Mais voilà, je suis médecin de campagne. J'essaie de travailler un peu à l'ancienne, tel que mon grand-père le faisait, c'est-à-dire que je fais encore des visites, je vais dans les EHPAD. De temps en temps, j'ai un peu de temps, alors je prends le café chez les agriculteurs du coin, les vieux paysans du coin, et c'est génial. Ça me nourrit énormément. Mais je fais un truc que mon grand-père, lui, pourtant avait appris parce qu'il était navalé à la base, à faire du tri, mais qui lui n'a jamais pratiqué, et moi je ne l'ai pas appris et je dois le pratiquer. Je dois pratiquer ça. Je dois mettre des critères à qui j'inclus ou qui je n'inclus pas dans ma patientèle. Pour moi, c'est une question de survie, pour que je puisse faire ce métier pendant 40 ans, ce que je compte faire. Oui, j'en ai 46 et alors allez, disons 35. 35 ans encore de médecine. Mais c'est pas normal. Hein. C'est pas normal. Hein. Et ce qui fait le plus d'abord chialer et qui met le plus en rage dans l'histoire, c'est ce que j'explique à tous mes patients, c'est que c'est pas le fruit de la faute à pas de chance. Nous ne sommes pas sous les guerres, sous les bombes de la Russie. Nous ne sommes pas en situation de guerre. C'est le résultat d'une volonté politique votée et mise en place dans les années 80 et reconduite de gouvernement en gouvernement, quelle que soit l'affiliation politique de ces gouvernements-là. La logique a été, la sécurité sociale coûte trop cher. S'il y a moins de médecins, il y aura moins de soins. S'il y a moins de soins, ça coûtera moins cher. Donc, moins de médecins. Numerus clausus, on réduit. Moi, quand je suis passé en médecine, je suis passé au moment où il y avait le moins de places, 3500 places au national, alors qu'au début des années 80, fin 70, on était à 8500. Le président Macron, il y a 3-4 ans, a fait sauter le numerus clausus, donc ils sont repassés à 8500. Mais le temps que les jeunes médecins arrivent, va se passer une grosse dizaine d'années. Et entre-temps, le nombre de médecins qui partent à la retraite va s'agrandir. Donc le mouvement va s'accélérer. Et je pense qu'il y a un certain nombre de confrères, de consoeurs qui vont avoir des raisonnements un petit peu identiques. En se disant, voilà, face à l'adversité, comment est-ce qu'on organise ce chaos-là et comment est-ce que l'on soigne le plus de monde possible tout en ne se grillant pas la cervelle, parce que c'est ça le gros problème. Hein. Je vous dire que vous en entendez parler dans tous les sens, des infirmières qui n'en peuvent plus, les médecins aussi, ils sont brûlés, quoi. C'est une situation qui vous carbonise la gueule assez rapidement, quand même. Donc voilà, moi j'ai appris à faire de la médecine de guerre, depuis je dors très bien, parce que je me dis que face à ce qui m'a été imposé comme situation, j'ai trouvé une réponse qui me permet quand même de soigner du monde et de ne plus avoir envie de pleurer. Voilà, donc je peux faire mes 40 patients par jour bien tapés et faire ma part. Je fais ma part. Mais je n'oublie pas dans un coin de ma tête que cette situation-là a été voulue. Quand même. Je vous embrasse tous, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, j'ai plein de trucs à vous raconter. Salut.